Bonjour à toutes et à tous. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier événement conjoint en fait entre le groupement des comparateurs en assurance et banque, donc GCCAB et puis InsurTech France. Donc, on est plusieurs représentants de ce groupement et d'InsurTech France autour de la table. Donc, aujourd'hui, on a choisi d'aborder un sujet qui est hyper important pour le développement du business et avec un prisme qui est celui des apports en fait clés et des bonnes pratiques aussi des comparateurs pour développer l'activité des InsurTech puisque les InsurTech, elles sont en forte croissance, elles sont en pleine ébullition et elles ont des choix un peu cruciaux à faire sur comment je peux développer mon business. Et donc, quels sont les leviers que je vais utiliser pour ça? Quels sont les meilleurs leviers? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être extrêmement pragmatique et didactique pendant ce temps ensemble pour avoir vraiment des témoignages, des bonnes pratiques. Et on a des intervenants, il y a un panel vraiment de choix aujourd'hui, donc avec des comparateurs. Donc, on a les Furets, Meilleure Assurance, le Lynx, Mutuelle.fr, Hyperassure. Et puis, on a aussi une InsurTech, un néo-courtier, Lovis, qui est en pleine croissance. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir les témoignages des uns et des autres et de pouvoir partager tout ça. Et on a prévu en fin de séance une séquence de questions-réponses. Et puis, donc, on va animer Isor et moi-même cette séquence. Et même si, évidemment, tout le monde aussi peut intervenir à un moment si c'est nécessaire. Donc, vous propose de commencer. Et puis, dernier point, donc on a prévu ce live et puis on a prévu surtout une séquence de partage de cette conférence avec un replay qui sera diffusé d'ici 2 semaines sur les réseaux sociaux et puis pour pouvoir partager les éléments de discussion de ce jour. Isor, je te laisse commencer. Oui, donc comme le disait Nelly, donc le GCAB est très heureux de cet échange avec InsurTech France. C'est une première. Le GCAB, c'est une association professionnelle qui a été créée en 2015 et qui fédère les acteurs digitaux de la comparaison de produits d'assurance et de banque et qui est l'interlocuteur représentatif de la profession des comparateurs auprès des pouvoirs publics et des acteurs de la place. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité, avec Julien, qui est donc président du GCAP cette année, et les membres ici présents qui vont se présenter, échanger sur les bonnes pratiques des comparateurs avec les InsurTech. Donc, comment ça va se dérouler? Comme le disait Nelly, on commence par un premier tour de table où chacun va se présenter. Donc, on a pour les Furets, Rami Karam, pour ensuite le Lynx, Amina Walter, Mutuelle.fr, représentée par Marie Boutet, Meilleur Taux, Meilleure Assurance, représentée par Samuel Dansard, et Hyperassure, représentée par Julien Fillot. Donc, je vous laisse la parole et je vais faire défiler la présentation pour une petite présentation de chacun. Et ensuite, on reviendra sur des thèmes que chacun abordera sur les enjeux pour les comparateurs et les InsurTech de travailler ensemble. Rami, je te laisse. Bonjour, donc, je suis Rami Karam, directeur général du site Les Furets. Donc, Les Furets, on appartient à un groupe anglais qui s'appelle PGL, qui détient plusieurs activités dans l'assurance, la distribution d'assurance et surtout la comparaison dans le marché anglais. Et c'est le moment que mes enfants décident de rentrer, quand on enregistre. Donc, à partir de là, nous sommes positionnés historiquement sur l'assurance auto, mais on s'est diversifié ces dernières années sur tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Donc, c'est vraiment les dépenses préengagées pour un foyer, souvent sous format d'abonnement, de paiement récurrent. Et comme vous voyez sur l'assurance, en tout cas, c'est qui reste le core business aujourd'hui. On est présent sur plusieurs verticales, donc que ce soit IARD ou vie, donc sur les 5 produits que vous voyez à l'écran, donc l'auto, les 2 roues, la santé, MRH et emprunteur. Et également, il y a des travaux en contenu, en tout cas, sur tous ces produits-là pour continuer à améliorer l'expérience client, que ce soit chez nous ou au travail conjoint qu'on fait avec nos partenaires. Voilà en quelques mots pour nous. Bonjour, donc je suis Amina Walter, donc je représente le Lynx.fr, je suis la directrice générale déléguée.
ou COO, comme vous voulez. Donc, je suis ravie d'être là. Et l'idée, c'est de donc, partager ensemble nos expériences, mais aussi les bonnes pratiques. Donc, chez Le Lynx, c'est une expérience de 11 années sur le secteur de l'assurance. Donc, pendant 9 ans, essentiellement sur de l'auto, de l'habitation, de la moto, de la santé que nous avons en marque propre. Et puis après, plein d'autres produits annexes que nous avons en marque blanche, en white label. Et l'énergie, voilà, depuis 2 ans, pareil, en marque propre. Donc, on est franco-français, puisque nous, on a des entités un petit peu partout dans le monde, même si on appartenait jusque il y a quelques semaines ou quelques mois à un groupe anglais Admiral. On a changé d'actionnaire récemment, mais on a des entités un peu partout dans le monde. Donc, le Lynx, c'est le comparateur français pour le groupe, aujourd'hui Red Venture, puisque nous avons changé d'actionnaire. Mais vous avez des comparateurs qui portent des noms différents, mais qui sont comme Rastrator, comme Confuse.com ou comme Confuse ou comme Rastrator MX au Mexique, un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est le groupement en fait des Penguins et c'est notre marque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Lynx? Eh bien, on accompagne, on a une 50aine de partenaires sur le panel, tout produit confondu. Voilà, et on est très orienté, évidemment, expérience client. Voilà. Merci Amina. Marie. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Boutet, responsable des opérations chez Pure Conseil. Je représente donc aujourd'hui le comparateur mutuel.fr qui est un comparateur en assurance santé exclusivement. Nous présentons sur le site environ 200 offres et travaillons avec une quinzaine de partenaires. La particularité de Mutuel.fr, c'est notre algorithme parce que chez Mutuel.fr, nous classons les offres un peu différemment de nos confrères en fonction d'un rapport qualité de prise en charge prix et pas par prix croissant uniquement. Donc, c'est notre petite particularité. Mutuel.fr est édité par la société Pure Conseil qui fait partie du groupe Altis Assurance. Au-delà de Mutuel.fr, nous proposons aussi des outils en mode B2B, tels qu'un module de simulation de reste à charge ou encore un module de conformité aux conventions collectives sur la partie santé collective. Voilà pour moi. Merci. Bonjour à tous, donc Samuel Bansard, je suis président de la société Meilleure Assurance, qui est une entité du groupe Meilleur Taux. Donc le groupe Meilleur Taux qui a plus de 20 ans d'existence sur le marché. Et pour ce qui concerne Meilleure Assurance, c'est aujourd'hui 10 ans d'expérience sur la comparaison d'assurance. Alors on opère au travers de 2 sites internet, sur meilleurtaux.com. Vous retrouvez l'intégralité des formulaires de comparaison d'assurance qu'on peut proposer. Et également sur notre site historique qui est lecomparateurassurance.com. Donc on peut comparer aujourd'hui 8 produits, aussi bien sur de l'auto, santé, habitation, moto, animaux, obsèques, emprunteurs et dépendances. Et on intervient également sur un certain nombre de produits de niche, qu'on appelle chez nous des produits pocket, tels que les NVEI, les produits nomades. On a aujourd'hui une 50aine de produits annexes de ce type sur lesquels on ne va pas comparer, mais collecter des leads qu'on va monétiser ensuite auprès d'assureurs ou courtiers spécialisés sur ces produits. On travaille aujourd'hui avec plus d'une centaine de partenaires qui sont détaillés là sur ce tableau et disponibles sur notre site. Alors, Julien Fillot, donc, directeur général du groupe Compardays, donc, qui édite le site notamment Hyperassure, mais aussi Devis Mutuel. C'est la particularité, c'est qu'on a plusieurs sites selon les contextes. Globalement, Compardays opère sur les marchés de la santé, des animaux, de l'auto, des pros, de l'emprunteur, de l'assurance collective, santé collective, l'obsèque et les voitures sans permis. Donc des produits de niche ou des produits un petit peu plus mainstream sur lesquels on va comparer 82 assureurs au total. Et ça représente à peu près 560 offres. Donc voilà, avec une vraie polarisation sur l'assurance de personnes et des pros, et cette logique vraiment
de multi-sites ou de marques blanches aussi très développées sur des sites comme ceux de nos confrères qui ont déjà été présentés. Alors, merci beaucoup, Julien, et puis merci à tous les 5. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, on a vu 5 gros acteurs de la comparaison en France. Ce qui est intéressant, ça peut être effectivement, Julien, que tu nous éclaires avec un peu quelques chiffres du marché, parce que souvent, on ne sait pas trop combien de devis sont faits, on ne sait pas trop sur quel type de produit, on ne sait pas forcément quelles sont les raisons pour lesquelles les consommateurs souhaitent comparer. Donc, si tu peux nous apporter quelques éléments sur ça, ça sera intéressant pour avoir un éclairage un peu global marché. Ce sont des données que rarement on peut partager. Donc, je pense que c'est vraiment sympa de pouvoir le faire ensemble. Effectivement, on a réussi à consolider tous ensemble des données qu'on avait mis très longtemps à consolider ou que historiquement on ne consolidait pas tous ensemble pour nous permettre d'avoir vraiment un volume total qui montre un peu la puissance des comparateurs en termes de volume de devis déjà. C'est-à-dire que quand on regarde le marché de l'auto, si on agrège le nombre de devis, donc un formulaire rempli pour l'assurance auto, c'est 4,3 millions de devis par an. Donc, c'est important. Ça représente, si on prend le marché de l'automobile, 10% des assurés, puisque c'est donc 10% du nombre de plaques d'immatriculation. Et selon donc, des études qui sont faites et récemment de Google, 39% des personnes qui ont souscrit une assurance auto ont utilisé un comparateur avant de le faire. En santé, c'est des chiffres aussi très impressionnants, puisqu'on a 2,5 millions de devis par an. Donc, c'est une part significative aussi du marché. La MRH est dans cette même logique avec 2 millions de devis par an. Et l'assurance emprunteur, qui est un marché plus de niche, mais qui est en train de se développer fortement avec les évolutions réglementaires, représente à peu près 500 000 devis par an. Donc, c'est des chiffres qui sont assez exclusifs, hein, puisqu'on les a récemment mis en commun, mais on voit vraiment que c'est important en termes de nombre de devis, mais aussi en termes de trafic sur l'assurance, puisque d'après Médiamétrie, en janvier 2020, 23 millions de Français avaient visité des sites d'assurance. Parmi eux, 7 millions sont allés sur des comparateurs. Donc, c'est 30% de l'audience qui passe par des comparateurs sur l'audience de l'assurance. Alors après, rapidement, pour avoir une notion un peu plus qualitative, c'est pourquoi les gens viennent sur les comparateurs. Alors, pour 27%, c'est pour comparer et comprendre les différentes offres. Donc, on voit que ce n'est pas le prix qui est la première des motivations. Et ensuite, effectivement, pour 23% d'entre eux, c'est de pouvoir recevoir des devis rapidement. Donc, il y a vraiment une notion de gain de temps dans l'utilisation des comparateurs, puisque faire un formulaire pour avoir une vingtaine d'offres ou plus si on prend le nombre de contrats, c'est plus rapide que faire 20 sites d'assurance pour avoir un devis à chaque fois. Donc c'était pour montrer un petit peu la puissance des comparateurs aujourd'hui et le côté quasi incontournable quand on veut vraiment être visible sur ce marché-là sur Internet. Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir cette puissance et d'avoir les chiffres parce qu'on les a, comme tu disais, on les a très rarement, les chiffres consolidés. On a des études qui passent de temps en temps, mais on ne sait pas forcément ce que ça représente en termes de volumétrie. Et puis, ce que tu expliquais aussi sur la motivation des consommateurs, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, intuitivement, on pense surtout à comparaison de prix. Alors oui, comparaison de prix, mais c'est aussi effectivement la partie qualitative. Et puis, vous l'avez tous dit à votre tour sur les différents comparateurs. Vous faites tous beaucoup on va dire, d'efforts de transparence et de données aussi qualitatives sur les différentes offres avec chacun votre petite touche un peu différente. Mais c'est intéressant aussi de voir que ça permet aussi d'aider le consommateur à plus de transparence et de la comparaison aussi sur les garanties. Et c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, je pense que c'est extrêmement éclairant, effectivement, en termes de passage obligé et de motivation des consommateurs. Merci beaucoup. On va passer à un deuxième volet, un focus plus précisément sur les données en santé, sur lesquelles on s'est aussi réunis récemment, comme le disait Julien, de façon assez nouvelle, en rassemblant c'est encore plus exclusif puisque c'est vraiment tout frais, sorti de nos data analystes respectifs. Donc, on en a pris un petit échantillon que Marie peut présenter.
Alors, si on regarde à présent le marché de la santé, en zoomant sur les besoins et sur les taux de clic sur les offres, il faut d'abord rappeler que les utilisateurs, en amont d'arriver sur la page de présentation des offres, vont définir des besoins, ce qui permet finalement au comparateur de proposer des offres qui sont adaptées en termes de prise en charge. On parlait de qualité, bah là, on l'a, puisque finalement, les offres qui répondent aux utilisateurs sont des offres qui répondent à leurs besoins. Les offres cliquées sont donc loin d'être des offres bas de gamme comme on pourrait le penser. En termes de besoins, si on regarde le premier graphique, si le niveau 1 est le plus représenté, les niveaux plus haut de gamme ne sont pas en reste, puisque, comme le montre le graphique, les niveaux 3, 4 et même 5 sont quand même des niveaux qui sont, des niveaux de besoins qui sont fortement exprimés par les utilisateurs. Une fois les besoins exprimés, le prix ou encore la notoriété de la marque ou encore même le type de mise en relation proposée sont autant de facteurs qui vont impacter le choix des utilisateurs. Concernant les taux de clic, même s'ils diminuent en fonction de la position de l'offre sur la page de restitution, il n'en reste pas moins très dilué. Si vous regardez le deuxième graphique, ce sont seulement 18% des demandes qui sont réalisées sur l'offre positionnée en première position et pas moins de la moitié des clics qui sont générés sur les offres qui se situent en 5e position et au-delà de la 5e position. Donc, ce qu'on peut dire finalement, c'est que les comparateurs permettent aux utilisateurs de faire un premier tri d'offres, mais ce sont bien les utilisateurs qui ensuite font leur choix final grâce à l'éclairage des comparateurs. Un autre thème qu'on voulait aborder, celui des modèles économiques des comparateurs. Et je laisse la parole à Samuel. Ouais, donc aujourd'hui, le modèle économique des comparateurs, il repose sur la monétisation des leads qui sont collectés sur nos sites. On peut travailler de deux manières en fait avec les assureurs qui vont être présentés sur nos panels. Des modèles qui sont classiques sur le web marketing. Soit on va travailler au clic, c'est-à-dire qu'on va être rémunéré à chaque fois qu'un assureur qui a été affiché aura été cliqué. Et donc, à chaque fois qu'on lui transmet cette mise en relation, toutes les données qu'on a pu collecter sur notre formulaire et l'offre qui a été sélectionnée vont être transmises aux partenaires pour qu'ils puissent ensuite recontacter ce prospect-là et essayer de souscrire avec lui. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième, il va supposer une rémunération à la performance, donc sous forme de CPA, où on sera rémunéré exclusivement lorsque l'assureur aura souscrit directement avec l'internaute. Modèle à l'affaire nouvelle. On sait travailler sur ces deux manières avec plutôt un modèle à l'affaire nouvelle qui est assez répandu sur les produits d'IRD et sur l'assurance de personnes. On travaille plutôt à la mise en relation d'une manière générale. Le format, en tout cas, de partenariat avec un comparateur suppose de base un affichage à 3 boutons de mise en relation. Donc, on peut le voir là sur le visuel. Vous avez l'internaute qui a la possibilité soit de demander un devis, ou bien d'être rappelé par un conseiller, ou bien directement de souscrire en ligne sur le site de l'assureur. Ça, c'est le format standard qu'on a été amené à adapter du fait de l'arrivée de certains acteurs comme vous, qui sont parfois sur un modèle de full souscription en ligne sans nécessairement avoir la possibilité pour l'internaute d'interagir par téléphone avec un conseiller. Donc, on a déployé des nouveaux modèles sous conditions qui sont un peu différents, où on affiche un seul bouton de mise en relation qui est souscrire en ligne. Aujourd'hui, on le voit là sur cette slide, ce qui est fait avec des acteurs comme Loviz, Leocare. Alors, faut savoir que c'est pas le modèle standard et ça a un impact sur l'expérience client, puisque certains internautes qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche, qui ne sont pas à un stade suffisamment avancé dans leur réflexion pour directement souscrire sur le site. Donc, on observe aussi des taux de clics qui sont différents, qui sont généralement 2 à 3 fois moins élevés lorsque l'on ne propose que de la souscription en ligne.
sur ces offres-là. Ça crée aussi pour nous un déséquilibre économique parce que qui dit moins de clics dit moins de possibilités de se rémunérer sur le prospect en question. Et on observe également qu'il y a une déperdition plus forte de trafic. C'est-à-dire qu'on a une part de leakage d'internautes qui vont comparer sur notre site mais qui ne vont pas cliquer et vont ensuite directement se connecter sur le site de l'assureur concerné. Donc tout cela est pris en compte lorsqu'on discute avec un acteur qui souhaite s'afficher exclusivement avec un bouton pour construire un modèle économique qui tienne compte de ces différentes spécificités de telle manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Très bien, merci beaucoup Samuel. Donc c'est très intéressant effectivement de rentrer un peu dans les modèles économiques parce qu'on voit qu'ils sont assez variés et puis c'est intéressant aussi de montrer que ça s'adapte aussi en fonction des différents acteurs et qu'avec l'arrivée des insurtech ou des gens qui effectivement font tout en ligne, vous vous adaptez aussi. Donc je pense que ça c'est un bon point à prendre en compte sur la suite. Donc on voulait aussi zoomer sur un autre point avec Rami, c'est sur un peu nous montrer, nous expliquer quels sont les bénéfices, parce qu'il y a des bénéfices qu'on connaît qui sont assez évidents, et puis il y en a certains qui sont un petit peu plus cachés. Voilà, donc c'est intéressant de bien avoir la vision des experts sur pourquoi, en tant qu'InsurTech, quels sont les bénéfices à être aujourd'hui sur des comparateurs. Rami, je te laisse la parole. Merci. Merci Nelly. Donc, bien évidemment, il y a le bénéfice direct, comme on disait. Donc, nous, on va vous générer des prospects. Donc, ça va être des leads qui sont qualifiés. Donc, c'est un client qui va passer tout un formulaire avec un profil assurantiel et toutes les données qui sont enregistrées, un web service où ils ont les clients à une tarification précise et directe. Donc, déjà, ce travail-là, c'est le core business, on va dire. Il y a une phase, entre guillemets, cachée ou indirecte. Il y a pour certains d'entre nous, en tout cas, les marques sont installées. Donc, quand on va, pour la plupart d'entre nous, et ce qui fait en sorte que quand vous êtes visible sur un comparateur, ce qu'il a annoncé au départ, Julien, c'est important que la plupart des consommateurs aujourd'hui, ils vont passer à un moment donné ou à un autre par un comparateur quand il s'agit de leur assurance aujourd'hui. Donc, être présent sur un comparateur, c'est également un gage de confiance et également un gage de réassurance supplémentaire d'un point de vue branding. C'est être visible aussi. Être présent, c'est un premier point de départ. Après, tout ce qui arrive aussi, on n'est pas juste un fournisseur de leads lambda. Vu qu'aujourd'hui, il y a un gros afflux de consommateurs en termes de volume et de profil surtout, je pense que Marie a touché sur ce point-là, c'est important, on n'est pas dans une logique où c'est que du low cost sur un comparateur aujourd'hui. C'est vraiment du mass market. Donc, il y a toute typologie de clients. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clients, si je prends l'auto, qui viennent en tout risque, qui ont 3/4 de mes clients, ils ont 0 sinistre déclaré les 3 dernières années. Donc, c'est des bons clients aujourd'hui. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est le même client qui va passer en agence aujourd'hui. Donc, ces clients-là, aujourd'hui, on est un carrefour, en tout cas, de consommateurs standards aujourd'hui qui passent par nous. Et être présent sur un comparateur, c'est des données extrêmement riches en termes de positionnement concurrentiel, comprendre sur quelle niche vous êtes bien positionné, pas positionné. C'est un accompagnement en continu qu'on fait avec nos partenaires pour qu'ils comprennent comment ils sont positionnés segment par segment. Et ça peut aller de manière très, très fine pour comprendre s'il y a des ajustements. Peut-être des ajustements à faire à la hausse à certains endroits, à la baisse à d'autres, en tout cas pour attirer plus de volume et plus de prospects, pour ajuster le S sur P à terme. Donc, il y a des partenaires également qui peuvent travailler avec nous sans travailler avec nous. Je m'explique. Ils peuvent travailler avec nous dans une logique de data, d'aide à la conception d'offres, conception tarifaire, sans pour autant être présent facialement sur un comparateur. Il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui que nous avons accompagnés en amont de lancement d'une offre. Donc, concrètement, on peut les intégrer, ils ne sont pas affichés, et ce qui va se passer, c'est qu'on peut les aider à positionner leur offre, tout en restant dans la confidentialité. Donc, c'est les mêmes données qu'ils auraient accessibles comme s'ils étaient partenaires affichés, et ils peuvent faire, je vous joue en guillemets avec leurs produits en disant je monte le prix, je le descends, comment je me positionne, et ça permet d'éviter derrière des échecs commerciaux. Plutôt que de se lancer sur un exercice théorique de positionnement, derrière, ils sont vraiment plugués à des données réelles pour comprendre où est-ce qu'ils peuvent se positionner derrière. Et une fois qu'ils sont lancés, également, on les accompagne tout au long de la durée du partenariat pour se positionner où est-ce qu'il y a des niches, où est-ce qu'il peut y avoir des croissances incrémentales. Donc, c'est vraiment une logique d'accompagnement data de très près, en amont, des acteurs qui se lancent sur le marché. Même sans se lancer sur le marché de la comparaison en tant que telle, on est un observateur de données. Donc, nous, on a des offres, en tout cas, packagées de data, d'abonnement derrière pour aider dans une logique de pricing en amont. Mais également, une fois qu'ils sont intégrés, c'est l'accompagnement dans la durée de ces partenaires-là qui est fait. Okay, donc et surtout, sans oublier, nous, il n'y a pas d'enchère.
C'est pas comme Google. D'accord, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant, notamment pour un acteur qui veut regarder des notions d'élasticité au Exactement. prix et qui a besoin de se positionner. Et notamment, beaucoup d'insurtech ont ce sujet lorsqu'elles se mettent en marché. C'est bien de se comparer aux autres et de se comparer en réel. Et c'est vrai que ça peut être effectivement quelque chose de très utile. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, avec les data analysts, en tout cas, ce qu'on fait, c'est un travail de ce qu'on appelle le what if. Donc, on est capable de se dire, s'ils sont positionnés dans X% de cas en position 1, 2, 3 sur telle niche, combien de volume supplémentaire ils pourraient avoir. Et donc, ça permet justement de jouer sur l'élasticité prix et retravailler leur positionnement avant de se lancer ou bien en cours de lancement. Okay. Pour mieux servir les clients. Ok, donc sur tous ces bénéfices, effectivement, c'est très intéressant et très clair. Et effectivement, notamment pour des nouveaux entrants, que ce soit des courtiers ou que ce soit des néo-assureurs aussi, parce que effectivement, tout le monde peut avoir besoin, au-delà du trafic, aussi effectivement de pouvoir ajuster ses prix en fait et les adapter. Et donc, quand on conçoit une nouvelle offre, effectivement, je pense que ça peut être des points qu'on n'a pas forcément en tête. Et comme je disais tout à l'heure, on a souvent le branding et les prospects, et le reste, on l'a peut-être un petit peu moins. Merci beaucoup. Exactement. Merci. On va passer à un autre thème qui est celui des bonnes pratiques techniques et commerciales. Je laisse la parole à Amina. Alors oui, donc Rami a parlé des bénéfices à être sur un comparateur, et je voulais juste ajouter une chose, c'est que moi je trouve l'arrivée des insurtech formidable dans l'univers de la comparaison, parce qu'ils font bouger les lignes, ils rechallengent les assureurs, mais après il y a des bonnes pratiques à avoir, et comme ils arrivent et qu'ils sont nouveaux, ils vont les tester. Ce qui va être intéressant de voir, c'est l'évolution de ces insurtech dans les 4-5 années à venir, parce qu'on sait que l'assurance, ça ne joue pas la première année ni la deuxième année. Donc, le fait d'avoir, pour rebondir sur l'histoire de la fait d'avoir des tarifs, d'être bien positionné en termes de prix, c'est très attractif, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est évident, et on le voit de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on va chercher une population qui, hier, venait pour un prix, aujourd'hui, vient pour une offre globale. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver la bonne convergence entre l'utilisateur et le partenaire, et c'est là que le job devient difficile. C'est qu'il faut plaire aux deux, il faut trouver la convergence, il faut allier les intérêts des deux parties. Donc, pour cela, il y a des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on décide d'arriver chez un comparateur. Donc, parce que les objectifs sont ceux qu'a énoncé Rami tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord donner une visibilité à sa marque. On sait qu'aujourd'hui, pour faire connaître une marque, ça prend entre 7 et 10 ans pour qu'une marque existe réellement dans l'esprit des Français, surtout dans un marché français qui reste encore assez petit sur l'assurance. Pour cela, il faut donc être en capacité technique de pouvoir intégrer un comparateur. Ça passe par une API, donc c'est la documentation technique de l'API, c'est les tableaux de garantie, donc ça c'est sur la partie vraiment technique, c'est avoir au sein de la structure qui souhaite intégrer un comparateur, au moins un interlocuteur dédié sur la partie tech pour avoir des échanges fluides, pour que ce soit plus simple, plus facile. Et puis, il faut qu'on ait aussi des clés communes d'identification de l'utilisateur. Et ça, c'est pour la conformité RGPD qui se durcit de plus en plus. Donc, il faut être aligné sur ces points-là aussi. Et puis, il faut être aussi très réactif sur la validation des cahiers des charges, ce qu'on appelle des CDC, qui sont techniques ou non techniques. Donc ça, c'est vraiment sur la partie technique des bonnes pratiques. Après, sur la partie commerciale, tout à l'heure, Rami a évoqué aussi l'histoire de la capacité à avoir les 3 CTA. Donc, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'insurtech sont sur, enfin la plupart, sont sur de la souscription en ligne. Donc, c'est fluide, c'est rapide, ça va vite, les taux de transfert sont bons. Donc, ça, c'est plutôt le côté positif. Et pourtant, ils n'ont pas les 3 CTA. En revanche, on a vu avec Rami aussi les effets de n'avoir qu'un bouton de souscription qui sont pour le coup négatifs, puisqu'il y a une déperdition qui est importante, et puis il y a un choix qui est imposé à un utilisateur qui vient justement chercher de la différence et qui vient chercher une liberté de pouvoir souscrire comme il l'entend. Maintenant, voilà, c'est les deux pans de cette capacité à dire j'arrive avec un bouton de souscription, j'arrive avec 3 boutons de souscription. Ensuite, il faut conditionner le traitement en fonction des boutons, c'est-à-dire de ces mises en relation qu'on va faire. C'est-à-dire que vous allez avoir des partenaires qui vont
avoir un délai de rappel ou un délai de prise en charge qui va être très rapide, très réactif, très fluide, très simple, d'autres pour lesquels ça va être plus long et plus compliqué. Ça va déterminer le taux de transformation. Parce que ce qui reste important, c'est la transformation. Nous, on travaille avec 80% de nos clients sur de l'affaire nouvelle, c'est-à-dire qu'on est payé quand l'utilisateur finit par souscrire. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsqu'il y a un voyage se fait d'utilisateur au travers de notre parcours, il faut qu'il soit le plus disposé, en disposition, à avoir toutes les informations possibles pour être en capacité de transformer. Donc, ce qui va être important aussi, c'est que le partenaire ait une véritable réactivité sur les délais de rappel et qu'il ait conscience de cela. C'est très important. Et prioriser en plus selon les boutons. Donc, quand on a 3 boutons de souscription, en fonction des boutons, ce n'est pas la même méthodologie. Et là, nous, on est là, les comparateurs aussi, pour vous accompagner, parce que quand on a eu cette expérience avec divers partenaires, que ce soit des mutuelles, des spécialistes, des insurtech ou des assureurs directs ou des assureurs traditionnels, on a cette visibilité, on a cette analyse et on peut vous accompagner pour vous donner les informations et les bonnes pratiques à adapter pour avoir la meilleure transformation possible. Ensuite, se positionner comme une marque forte, évidemment, c'est un plus. C'est un plus, pourquoi? Parce que vous avez moins la problématique du prix. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous adressez à des partenaires traditionnels, ils vont vous dire écoutez, moi, je vais être ridicule, je vais me retrouver en 15e position ou en 3e page. Je ne vois pas pourquoi je viendrai sur un comparateur parce que je ne vais pas être séduisant pour les utilisateurs. Cet argument est faux aujourd'hui parce que on en a parlé aussi tout à l'heure, Rami en a parlé également. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui viennent, qui n'ont pas de problématique particulière, qui cherchent un assureur qui répond à leurs demandes. Voilà. Donc, que ce soit sur l'immobilier, que sur l'habitation, les MRH ou sur l'auto, ou même sur la santé, c'est qualité-prix. C'est je cherche l'assureur le mieux adapté à mon projet et pas forcément le moins cher. Et vous avez des utilisateurs, et les études le démontrent, qui sont prêts à payer bien plus cher pour pouvoir souscrire auprès d'un assureur qui leur parle, une marque qui les rassure. Puis vous en avez d'autres qui vont être effectivement absolument à la recherche de prix et donc là qui vont moins prêter attention à la marque, en tout cas à la notoriété ou à ce que la marque peut évoquer dans leur esprit avant de souscrire. Mais de toute façon, la visibilité sur le comparateur apporte cette puissance de marque, parce que plus on vous voit, plus on vous connaît, plus ça devient fluide. Quand Direct Assurance est arrivé au départ sur les comparateurs, il n'y avait aucun lien pour les internautes entre AXA et Direct Assurance, absolument aucun. Et pourtant, c'est l'assureur direct d'AXA. Être compétitif sur le marché ou à défaut avoir une offre très complète ou une marque attractive, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc, travailler en mode agile, donc tech et commercial. Donc, ça, c'est très important. Donc, chez nous, chez les comparateurs, la tech, le commercial et le produit, c'est la même famille, en fait. C'est très étrange parce que dans les autres entreprises, vous ne voyez pas toujours cette alliance, mais ça fonctionne, c'est totalement linké. Et donc, aujourd'hui, il faut pouvoir avoir de l'autre côté partenaire, des interlocuteurs qui puissent faire ce lien, en fait, entre la tech et le commercial, parce que c'est totalement pour que le projet avance et avance vite. Et bien souvent, quand on a des demandes d'intégration, bien souvent, ça met du temps à se déclencher. Puis quand ça se déclenche, il faut aller vite. Et bien, il faut avoir cette capacité à pouvoir répondre rapidement, que ce soit du côté tech ou du côté commercial. Ensuite, donc, avoir une personne, on dit réactive, dédiée aux échanges commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'on fait ce qu'on appelle des business reviews avec nos partenaires. Alors, en fonction de la taille du partenaire, mais surtout en fonction du volume, et pas de la marque, mais du volume que le partenaire peut prendre de clics, on va avoir des points hebdo, mensuels, trimestriels, voire semestriels, et puis annuels avec tous les décideurs. Et dans ce cas, il faut avoir quelqu'un avec lequel on puisse échanger et ne pas attendre un trimestre ou un semestre pour se dire « Ah ben, on n'est pas content de l'un, de l'autre, des taux de transfo, de machin, etc. » Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une personne dédiée, même si c'est 30 minutes par semaine, ce n'est pas nécessairement des meetings qui vont durer 3 heures, mais pour se dire « Voilà, on a tous aujourd'hui des outils qui sont disponibles et qui sont gratuits, dédiés à nos partenaires pour qu'ils puissent mesurer leur taux d'empreinte, leur taux de transformation, leur taux de clic. Et c'est le prétexte pour pouvoir échanger sur les résultats, si on est satisfait, pas satisfait, etc. Et de le faire de façon hebdomadaire au minimum. Ça permet d'avoir une relation de partenariat saine et constructive.
Voilà, donc un interlocuteur dédié pour les échanges commerciaux. Ensuite, maintenir un beau taux de transformation et avoir une target cohérente. Donc, en fait, en tout cas particulièrement chez nous, chez le Lynx, c'est hyper important. La transformation, on la suit comme le lait sur le feu, même si on a encore des partenaires qui travaillent avec nous au clic parce qu'ils y trouvent un intérêt, probablement parce qu'ils transforment très, très bien. Ça reste le sujet central. C'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez un comparateur, vous êtes allé chercher la bonne cible? Il y a encore des trous dans la raquette. Il y a encore des utilisateurs qui ne trouvent pas. Alors, il y a de moins en moins de ce qu'on appelle de no-code, c'est-à-dire des personnes qui viennent et qui ne trouvent pas l'assureur pour leur répondre, mais il y en a encore. Et il y a des utilisateurs et il y a des assureurs qui sont capables, qui ont la capacité technique, la capacité humaine, en fait, aussi de temps et de moyens pour travailler sur des offres sur lesquelles ils auraient un taux de réponse et un taux de transfo très élevé, qui est attendu par des utilisateurs. Donc ça, Rami en parlait aussi, on a énormément de data, on a énormément d'historique, on a énormément, c'est suivi en temps réel. Donc, on est capable de dire, aujourd'hui, votre cible, c'est plutôt celle-là. C'est là où vous seriez le mieux positionné, c'est là où vous seriez le plus compétitif, en tout cas. Donc, il ne faut pas hésiter à échanger sur ces données-là qui sont primordiales pour, comme disait tout à l'heure Rami, pour lancer une offre, mais aussi, une fois qu'on est chez le comparateur, pour se dire, mais où je peux être le mieux placé, comment je peux mieux répondre, etc. Et là, pour le coup, on parle pas c'est pas une question de tarif. Là, c'est vraiment une question de qui je viens chercher, qui m'attend, en fait. Quand on a, je ne sais pas, 1 million ou 1,2 million visiteurs uniques par mois sur un comparateur, si on ne transforme pas 1 million de personnes, c'est qu'il y a bien un manque quelque part. Un manque du côté partenaire, un manque du côté offre, etc. Donc ça, c'est des échanges qui doivent devenir fluides. Et c'est important. Être à l'écoute du marché, s'adapter aux nouvelles tendances, ça c'est l'idée d'arriver des unes sur tête. Moi, je suis super contente de ces arrivées-là parce que ça fait bouger les choses, c'est intéressant, on apprend des tas de trucs, vous apprenez des tas de trucs aussi. Et les assureurs traditionnels, ça les réveille. Ils se disent, il y a des façons de travailler qui sont différentes, qui sont agiles. Oui, quand on intègre un comparateur, ça permet aussi d'être à l'écoute du marché parce que nous, on va aller chercher l'innovation. On va toujours aller chercher des choses nouvelles. On va toujours inspirer des choses nouvelles. Donc, le fait d'y être, vous ne passez pas à côté. Vous n'êtes pas que dans l'actualité. Vous êtes dans le réel. Vous voyez votre taux de compétitivité qui évolue, votre positionnement. Donc, ça, c'est vraiment un point fort lorsqu'on rentre chez un comparateur. Ce n'est pas on vient chercher des leads seulement. C'est on vient chercher des leads, OK, on vient se positionner, on vient donner une puissance à notre marque, on vient chercher de la data, on vient comprendre les marchés et on vient aussi surtout s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles attentes des utilisateurs qui évoluent tous les jours. Et puis, capitaliser sur les moments forts. Donc, ça, c'est toute la partie saisonnalité. Alors, ce n'est pas valable pour tous les produits, mais c'est quand même valable pour certains produits. Et c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, si j'ai 3 CTA et qu'en général, si j'ai la possibilité d'avoir 3 CTA, mais qu'en général, j'en active plutôt que 2, est-ce qu'il y a des moments, en fonction de la saisonnalité, où ce qui est intéressant pour moi d'activer mes 3 CTA, mes 3 boutons de souscription, parce que je suis sur une forte saisonnalité. Et ça encore, c'est des échanges hebdo, quotidien avec ce qu'on appelle des account managers parce qu'on parle de commercial, mais en réalité, chez les comparateurs, je pense que vous le validerez tous, on a plus c'est pas des commerciaux, c'est un peu comme des super consultants, quelque chose comme ça, j'appellerais. Parce qu'ils vont vous orienter, vous challenger, vous comparer, etc. Donc, la saisonnalité, c'est aussi un facteur intéressant à étudier lorsqu'on est chez un comparateur. Voilà quelques conseils, quelques bonnes pratiques. Merci beaucoup Amina pour ces bonnes pratiques. Puis c'est vrai que c'est vraiment intéressant de zoomer et puis de bien comprendre un peu les coulisses du fonctionnement et que tu nous en parles de l'intérieur. On va passer donc à un partage d'expérience puisqu'on a la chance d'avoir Lovis, donc Joao qui est avec nous, qui va nous
l'objectif, c'est vraiment de partager son retour en tant qu'InsurTech présente sur les comparateurs. Donc, ce que je te propose, Joao, c'est que déjà, peut-être en quelques mots, tu dises qui est cette pépite, qui est Lovis, qui est cette InsurTech, ce que vous faites, et puis que tu nous éclaires sur plusieurs points, à la fois ta stratégie, en fait, pourquoi tu es allé sur un comparateur. Qu'est-ce que ça, en termes de budget, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je pense que c'est un budget qui est relativement, on va dire, important. Et puis, quelles sont pour toi peut-être les bonnes pratiques aussi quand on est une start-up, comment on fait? Quels sont les choix qu'on fait? Comment on y va? Ça te va? Avec plaisir. Alors, merci beaucoup de partager notre expérience chez Lovis. Alors, Lovis est né en France fin 2017 et on a lancé notre offre MRH en août 2019. Alors, on est tout récent. En fait, on n'a pas même 2 ans au niveau vente. Pour avoir une idée, nous sommes maintenant une équipe de 60 personnes. Et même au niveau DNA, c'est intéressant de voir 60 personnes de 15 nationalités différentes, entre 4 bureaux différents. Alors, il y a une vraie diversité au DNA de la startup. Notre expérience, on trouve, alors premièrement, il faut le dire que Lovis est né, et je pense que pour une startup, c'est clé de faire quelque chose différemment. Si on fait rien différemment, on n'a pas même une raison d'exister. Du coup, pour nous, au départ, il a une vraie vision de dire Lovis est né pour créer quelque chose de différent. Et cette différence, c'est de dire on va être la première assurance tout en an dans laquelle le client peut payer en seul abonnement pour l'ensemble de ses protections, soit du coup flexible, très personnalisable. Et alors, du coup, était un concept tout à fait nouveau. Après, pour nous, le client, il a différents points d'entrée. Le client peut entrer et devenir client Lovis en achetant un produit d'MRH ou auto, n'importe. On voit comme différents points d'entrée pour ce concept tout en an, flexible et tout ça. Du coup, pour nous, l'enjeu des comparateurs était un enjeu que pour nous, il n'y avait pas de question. Il faudrait se lancer. Il faut le dire que j'ai créé le premier comparateur des assurances au Brésil, alors c'est un métier que je connaissais et que du coup, je savais que était un enjeu important pour nous. Il est un enjeu, et je partage tout à fait que c'est important du point de vue de visibilité des marques, mais aussi parce que c'est très difficile, si on se lance, d'avoir cet impact, quel est notre taux d'affichage, quel est vraiment dans un marché comme la France, est-ce qu'on va avoir des prix qui sont justes dans quel pourcentage de marché, quels sont les pourcentages qu'on va de non-codes par rapport à les offres conçues par Lovis. Et cette visibilité, c'est impressionnant que depuis le moment qu'on est plugué en comparateur, on va avoir cette visibilité tout de suite. Tout de suite, on va voir et bien comprendre si, en fait, quel est notre taux d'affichage, quels sont les problèmes que notre offre a au niveau de non-code. Et ça, c'est vraiment une valeur incroyable. Après, je trouve c'est intéressant qu'il y a, dans un marché comme la France, je trouve quelques malentendus ou des défauts euh, euh, par rapport à la participation dans les comparateurs. La première, c'est qu'il y a une perception dans le marché que c'est les mauvais clients que vont sur les sites comparateurs. Ça, je ne partage pas du tout. Au contraire, c'est des clients différents. Je ne dirais pas que ce sont des clients mauvais. Non, c'est une cible différente qui préfèrent acheter en ligne qu'acheter dans un magasin, dans un côté de proximité. Après, il y a aussi cette vision, je trouvais intéressant quand je suis arrivé en France, que beaucoup de monde me disait le français n'est pas prêt à acheter en ligne. Ça, on peut partager que ça dépend bien sûr du canal, mais on a un taux de conversion entre 25 à 40%. Alors, c'est très élevé. Après, bien sûr, je trouve que c'est plutôt en enjeu au niveau de data, parce que
Après, je trouve qu'il y a des certains acteurs qui ont du mal à comprendre d'où vient le client. Parce que le client, en fait, en assurance, il a en enjeu que rendre les choses, on va se dire, un peu plus complexes dans l'analyse. C'est que typiquement, un client ne voit pas un prix, clique et achète. Non, c'est pas comme ça. Il voit un prix, il clique, il va réfléchir, après il revient une deuxième fois, après il revient une troisième, il achète à la troisième, à la quatrième. Et du coup, souvent, je trouve que le problème, c'est pas au niveau de la taux de conversion, mais c'est on l'appelle en anglais le attribution analysis, de vraiment comprendre les parcours de ce client. Après, il y a cette vision aussi que le client, c'est le comparateur, est un client basique, qu'il veut vraiment le moins cher, moins cher. Ça, je ne partage pas du tout. Il veut avoir, on va se dire, un good deal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à payer. S'il comprend où est la valeur et pourquoi il est en train de payer. Alors, du coup, on comprend, et à présent chez Lovis, on comprend bien qu'on peut équiper ce client, qu'il est prêt à augmenter son panier moyen. Si on le montre que les éléments qu'il est en train qu'il a une vraie valeur ajoutée. Du coup, je trouve que la France est vraiment dans un moment très sympa dans l'assurance parce que maintenant, il y a un vrai changement. Et le Covid a en fait accéléré ce processus de digitalisation. Je pense qu'il a une vraie conscience que la vente en ligne, c'est une bonne option. Ça nous oblige à tous, pas seulement les comparateurs, mais à nous, au Lovis, de trouver cet équilibre entre la vente qui est maximiser le taux de conversion, mais en ayant un parcours qui soit transparent, en ayant un parcours qui soit éducatif, parce qu'il y a un pourcentage des gens qui sont en train d'acheter l'assurance pour la première fois. Par exemple, chez Lovis, 60% de nos clients ont jusqu'à 35 ans et 80 jusqu'à 45 ans. Alors, du coup, c'est une cible très jeune qui nous oblige à être à l'écoute des clients. Notre client, en général, il n'aime pas les téléphones, mais il aime le chat ou des autres moyens. Mais il faut le mettre en évidence qu'en général, quand un client utilise le chat pour appeler ou envoyer un email, c'est parce qu'on a un problème. C'est parce que il ne veut pas. En général, il ne veut pas appeler, il ne veut pas utiliser les chats. On a une vraie analyse de pourquoi il a fait. Et typiquement, c'est parce qu'on est en train de manquer quelque chose dans la communication. Par exemple, une chose qu'on trouve intéressante, c'est que pour notre client, c'est très important de mettre en évidence les choses par lesquelles il est protégé, mais aussi les choses par lesquelles il n'est pas protégé. C'est intéressant, c'est important de mettre en évidence tout ça. Après, je comprends qu'il y a toujours cette notion de budget marketing. Quel est le budget marketing d'un acteur comme Lovis? Je dirais que ça peut sembler un peu bizarre, mais je dirais qu'en fait, nos modèles sont infinis dans le budget. L'élément clé pour nous, c'est une logique de coût d'acquisition par client. Mais si je peux acquérir des clients et rester consistant avec ces coûts d'acquisition qu'on a établis comme le target, on va doubler, tripler le budget. L'enjeu, ce n'est pas le budget en soi, mais c'est le coût d'acquisition par client. Comme disait un peu Amina, l'élément clé pour nous, c'est vraiment d'être très, très, très réactif et être toujours dans une logique de changement constant. Dans notre cas, on fait minimum, on lance minimum une nouvelle version par mois, par semaine, pardon, au niveau de site web. Des changements, des améliorations, minimum une fois par semaine. Alors, chaque lundi, ça c'est sûr, il y aura une nouvelle version, mais souvent, même pendant la semaine, on est obligé à faire des petites remarques qu'on a fait pour améliorer la conversion, pour faire des autres changements. Mais c'est ça. Je pense que si on n'a pas cette réactivité, si on n'a pas cette créativité de se dire qu'est-ce qu'on peut faire autrement, je dirais on ne peut pas exister. On n'a pas de raison à exister, une startup comme Lovis. On est obligé à avoir cette mindset pour
pour justifier être né. Ok. Ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est vraiment une logique de coût d'acquisition. Donc, dans ton coût d'acquisition, la part des comparateurs, ce que tu dis, est importante aujourd'hui pour aller chercher les consommateurs là où ils sont et les volumes de consommateurs nécessaires. Et aujourd'hui, si tu ne peux pas me répondre, hein, tu ne réponds pas, mais c'est en termes de part, c'est beaucoup l'apport des comparateurs en termes de business dans le global de ce qui est dans les acquisitions globales de Lovis. C'est une grosse part aujourd'hui ou ça reste, je sais pas, 10, 20, 30%, 50%. Alors, C'est juste pour comparer par rapport à des acteurs traditionnels, ça peut être intéressant. Alors, bien sûr que j'avais un avantage très atypique qui était le fait que j'avais créé un site comparateur et du coup, je connaissais bien un peu comment améliorer et travailler cette taux de conversion, mais aussi une confiance que ça, c'est un vrai canal de distribution. Et c'est intéressant qu'au départ, quand on s'est lancé dans les sites comparateurs, ça a été début 2020. Alors, les sites comparateurs, au moment qu'on a mis en live, étaient 80% de nos ventes venaient de sites comparateurs. Après, au fur et à mesure, on a réussi, parce que ça prend beaucoup plus de temps à travailler les B2C. Maintenant, les sites comparateurs, ça continue toujours à correspondre à entre 30 à 40% de nos ventes. Et c'est intéressant de voir, correspond, je dis entre 30 et 40, parce que dans le B2C, on voit que les acteurs historiques ont une façon de raisonner et de travailler basée sur un budget marketing. Et comme on avait invoqué, il y a une saisonnalité dans l'assurance. Et quelquefois, on comprend qu'on peut aller beaucoup, il y a de la place pour être beaucoup plus agressif. Souvent, on est dans la semaine et on voit, mais les coûts d'acquisition sont beaucoup plus faibles qu'on estimait par client et du coup, on est très dynamique là-dessus. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais ajouter? Enfin, donc pour toi, c'est indispensable en fait. Ce que je comprends, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est indispensable aujourd'hui pour un nouvel entrant, pour une insurtech, d'utiliser les comparateurs, puisque c'est là où c'est un levier hyper important et c'est là où on va aller chercher les clients. Et puis en plus, ce sont des clients qui ressemblent en fait quelque part à ceux enfin, c'est des gens qui sont en ligne, donc ils cherchent ce qu'apporte quelque part un néo-assureur, c'est plutôt cette cible-là de clients. Donc, pour toi, c'est vraiment un conseil que tu peux donner, c'est aux autres insurtech qui nous écoutent ou qui nous écouteront demain, c'est vraiment d'utiliser pleinement ces comparateurs pour le trafic et puis aussi, comme tu disais, pour affiner, comme on disait tout à l'heure, pour affiner les tarifs, pour affiner le positionnement. Quand on lance une offre, c'est vraiment pour toi ces points qui sont importants. Pour moi, je trouve que c'est incontournable, les sites comparateurs aujourd'hui. Il faut être dans les sites comparateurs. Après, la question, c'est quelle est notre stratégie, quelle est la cible, comment on va afficher notre marque, quel est le parcours client qu'on imagine. Mais pour moi, il n'y a aucun débat. Et il faut être présent. Et je trouve que j'imagine que les sites comparateurs en France vont continuer à croître dans les années à venir. J'ai aucun doute que si on a eu cette discussion en 5 ans, cet pourcentage des clients qui viennent par des sites comparateurs va encore augmenter. Si on analyse par rapport à le Royaume-Uni en Allemagne, on voit exactement cette tendance. Et de plus en plus, je pense que cet achat en ligne va continuer à augmenter. Parce que, mais je pense qu'il y a un élément de base dans cette hypothèse qu'il faut être très clair. C'est que maintenant, il y a un ensemble des acteurs qui ont une manière de raisonner qui pensent en digitalisation. Et pour eux, digitalisation, c'est faire en ligne ce qu'ils ont à présent. Et pour moi, je suis absolument contre cette logique. Le sujet de faire en ligne nous oblige à faire les choses autrement et à poser les questions et parler aux gens de façon différente. Du coup, je ne crois pas à la digitalisation quand quelqu'un pense en digitalisation de cette façon. Je pense qu'on doit vraiment penser
comme le discours, comme le parcours doit s'adapter parce que c'est une logique différente. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment s'adapter et du coup adapter aussi ce qui a été fait, adapter aussi les comparateurs à des acteurs comme toi, puisque du coup les points de contact sont pas tout à fait les mêmes et le parcours n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, on est dans un environnement évolutif aussi par rapport à ces acteurs qui sont là aujourd'hui. Bien sûr que maintenant, je dirais qu'il y a trois grands défis pour Lovis et pour des acteurs comme Lovis. C'est premièrement, continuer à élargir notre cible dans un produit donné. Par exemple, on est assez fort déjà dans l'habitation, mais c'est comprendre pourquoi on continue toujours avec un pourcentage de non-coté et travailler cette offre pour élargir la cible. Ça, c'est le premier. Le deuxième, continuer à travailler pour augmenter le click through rate. Alors, ça veut dire si on est affiché dans un site comparateur, augmenter, travailler la probabilité que quelqu'un clique Lovis. Et le troisième, d'augmenter le taux de conversion. Bien sûr que les trois choses sont interliées et on les analyse comme des trois leviers absolument clés pour la réussite. Après, bien sûr, pour une société comme Lovis, il y a tout un ensemble des choses dans le roadmap assez agressif parce qu'on est en même temps en train de faire ça pour un produit donné, on est en train de lancer de nouveaux produits, on est en train de penser à des nouvelles géographies, mais, mais c'est ça qui nous anime, c'est le fait que clairement dans l'assurance, si on se pose la question, est-ce qu'il y aura l'émergence des nouveaux acteurs qui auront une taille très conséquente? La question pour moi, c'est pas si ça va arriver, c'est est-ce que quand on parlerait en 5 ans, clairement, il y aura 2, 3, 4 licornes en Europe dans la insurtech. Après, la vraie question pour moi, c'est est-ce que ces sociétés vont être Lovis ou va être quelqu'un d'autre? Et du coup, l'enjeu, c'est vraiment dans l'agilité et la rapidité avec lesquelles on fait les choses. Ok, merci beaucoup, Joao. Et peut-être une dernière question, puis après on laissera les questions des présents. Sur tes produits, aujourd'hui, tu as différents produits, tu en as parlé. Est-ce que tu es présent sur l'ensemble de ta gamme de produits, sur les comparateurs, ou est-ce que tu as choisi de mettre simplement certains types de produits? Pour nous, il a une vision très simple. Si on n'est pas capable d'être en site comparateur, du coup, on n'est pas live. Alors, il faut y aller et y aller le plus rapidement possible parce que le site comparateur nous va permettre aussi de bien comprendre les faiblesses de nos produits. Du coup, je trouve que c'est vraiment une étape clé dans l'évolution d'un produit. D'accord. Ok. Merci Je beaucoup. me permets d'intervenir sur l'expérience qu'on partage avec Joao sur les différents produits d'assurance. Effectivement, ils ont justement cette exploration de plusieurs produits. On a beaucoup d'échanges aussi sur quels sont, selon les produits, les meilleurs parcours ou les meilleurs traitements commerciaux qui doivent être faits derrière. Et on voit quand même qu'entre l'assurance de personnes et l'IRD, il y a quand même des petites différences de stratégie. Et je trouve ça intéressant peut-être d'en discuter une seconde. En tout cas, il y a une vraie différence dans le parcours ou dans les attentes utilisateurs. Et complètement. Et les parcours doivent être vraiment différents. C'est très intéressant qu'on voit que le langage, par exemple, la page dans laquelle on affiche les couvertures doit être complètement différent. C'est intéressant de voir qu'il y a des attentes, il y a des manières de réfléchir, même aux produits qui sont différents. Par exemple, on produit des assurance habitation, on le sait que le client va prendre cette décision dans quelques jours. Si c'est un produit, par exemple, de santé animale, la façon de prendre la décision, c'est complètement différent. Complètement différent. Ok. Oui, donc d'où l'intérêt effectivement d'être très fin et de mettre tous les produits sur les comparateurs pour pouvoir derrière avoir les réponses adaptées, ce que tu disais en test and learn et voir ce qui marche le mieux, ce que tu disais Julien aussi, en termes de parcours, parce que c'est vrai que ça souvent les assureurs plus classiques ne vont pas forcément utiliser les comparateurs de cette façon-là. Enfin, en tout cas, pas tous, c'est peu d'entre eux aujourd'hui. Donc, ça me paraît effectivement être un point intéressant pour ceux qui se lancent sur un marché, pour affiner en fait en effet les parcours et adapter. Exactement. Et après, il y a un élément que je trouve très intéressant, c'est que
cette intelligence qu'on commence à créer, ça nous va permettre même de faire les choses autrement quand on se lance ailleurs. Je trouve que je ne crois pas, je dirais comme ça, je ne crois pas à la notion d'une start-up française ou portugaise ou anglaise. Je pense que nous sommes dans un moment qu'il faut vraiment réfléchir et penser d'une façon pan-européenne. C'est pour cela que notre équipe, il y a des gens de 15 nationalités différentes parce qu'on trouve que ça a été un des grands faiblesses au niveau européen, était le fait que tout le monde a démarré avec je suis une start-up française, je suis une start-up anglaise. Et je pense que maintenant, c'est le moment de créer les choses pour avoir un modèle qui soit très scalable au niveau européen et de travailler avec des comparateurs qui ont aussi cette mindset parce qu'en fait, la majorité des comparateurs qu'on a ici sur la table sont des acteurs qui sont présents sur différents marchés. Bien sûr que les forêts en France, au compare the market, sont un peu différents, au Confuse versus le Lanx, mais c'est très important pour nous d'avoir cette sensibilité. Merci beaucoup. Oui, Isor, on passe du coup aux questions. Je regardais dans la discussion s'il y avait des questions. Bonjour à tout le monde. Donc, Jérôme, je suis cofondateur de la société SASSUR qui fait de l'assurance emprunteur. J'avais une question qui s'adresse aux comparateurs sur justement la comparabilité des offres et savoir comment vous traitiez des acteurs qui n'auraient pas le même modèle économique. C'est aujourd'hui le cas de SASSUR. On a décidé il y a un an de proposer une offre déchargée, sans aucune commission. Donc on a changé notre approche. On prend un forfait qu'on fait payer quel que soit le montant de l'emprunt. Et donc, de fait, on n'a pas le même modèle que les autres. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure? Je vais me permettre de me lancer. Déjà, effectivement, je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup, voire un seul client qui soit sous un modèle comme celui-ci. Mais effectivement, je pense que Samuel l'a bien dit tout à l'heure, on a essayé d'adapter nos modèles aux complexités, aux particularités de chaque acteur. En revanche, c'est de quand même pouvoir financer notre acquisition, de pouvoir gagner notre part de la valeur. Donc effectivement, tant que la logique est équilibrée, je crois qu'on est tous autour de la table des personnes qui sont capables de réfléchir à des dispositifs tant qu'il y a un équilibre dans le partage de valeur. De toute façon, les frais de gestion seront visibles par l'utilisateur, parce que s'il choisit d'aller vers vous, il faut qu'il ait cette information. Mais après, ce que disait aussi Julien, c'est que tous les jours, enfin régulièrement aujourd'hui, on a des assureurs qui arrivent avec des modèles un peu particuliers. Et là, c'est à nous de nous adapter. La règle principale, c'est que ça reste totalement transparent pour l'utilisateur. Après, on peut s'adapter, ça peut être des bandeaux, il y a des tas de choses qui sont possibles. Donc, vous n'êtes pas exclu du comparateur parce que vous avez un modèle différent, bien au contraire, parce que sinon, ça ne nous fait pas évoluer. Il faut qu'on puisse évoluer avec ces marchés-là. Et l'arrivée des InsurTech, ça a été aussi une évolution pour nous. L'arrivée des offres que propose, par exemple, Direct Assurance sur You Pay As You Drive ou How You Drive, c'est une adaptation au marché. On a dû s'adapter au marché, c'est pareil. Donc, c'est positif, c'est des choses sur lesquelles il faut que nous, on travaille, et puis ça nous fait grandir, etc. La règle principale qui reste pour tout le monde la même, c'est que ce soit totalement transparent pour les utilisateurs. Je voudrais ajouter à ça, c'est qu'en fait, je trouve que le fait que le marché se digitalise davantage, c'est quelque chose qui est important aussi pour les comparateurs, parce que si on a un modèle de plus en plus en ligne, ça va permettre aussi à les assureurs de payer plus pour la mise en relation qu'à présent. Parce que je pense que tout le monde sort gagnant quand le marché évolue et arrive à des taux de transfo plus élevés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, d'autres interrogations sur ces pratiques, sur
Moi, je vais me permettre un petit commentaire. Alors, peut-être pas pour la conclusion, mais en tout cas, déjà, je voulais vous rappeler que c'était la première fois que ces acteurs-là, donc les patrons de chaque gros comparateur, sont réunis. Donc, déjà, c'est un vrai moment important et pour nous et grâce à InsurTech France. Donc merci pour ça et bravo pour ça de nous avoir réunis. Moi, j'ai entendu vraiment des témoignages d'acteurs qui sont vraiment innovants, de part et d'autre d'ailleurs, et c'est ça qui va créer de la valeur dans cette notion de digitalisation, puisque la digitalisation, on en fait vraiment partie en tant que comparateur. Une notion de puissance, de croissance rapide. J'ai trouvé très intéressant le point de Joao dans sa stratégie, de dire qu'effectivement, il avait pu aller assez vite grâce à ça et ensuite développer sa stratégie directe en parallèle. Je trouve ça intéressant d'entendre qu'on permet une croissance rapide. En revanche, il y a une vraie maîtrise des volumes qui est possible, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on peut gérer les ciblages, on peut gérer les boutons, on peut gérer le volume, finalement, soit aller très très vite, soit maîtriser cette croissance. Et ça, c'est une valeur qui est, à mon sens, importante, en plus d'un ciblage ultra fin. On peut, comme ça, cibler une population très précise qui aura répondu à un nombre de questions importants auxquelles nous, on va pouvoir ensuite afficher telle ou telle offre. Et donc, c'est à mon avis un élément clé aussi d'un développement d'une InsurTech, c'est de pouvoir vraiment cibler grâce à nous ce que Google ne permet pas concrètement ou de manière imparfaite. Et effectivement, ben, voilà, de pouvoir s'adresser à monsieur et madame tout le monde, c'est vrai que c'est peut-être une nouveauté hein, d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, on avait peut-être avant des early adopters ou des chasseurs de primes, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui révolu et qui permet d'aller vraiment cibler plus largement. Ouais, je me permets de rebondir. Je pense que ce que tu dis, c'est très intéressant sur la maîtrise des volumes et des ciblages parce qu'effectivement, selon l'état d'avancement d'une InsurTech et selon les levées de fonds ou les moments de développement, il y a des moments où effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et comme on raisonne en coût d'acquisition, bah, on se dit, ah ben non, on ne va pas aller sur un comparateur, on va avoir des volumes. Et en fait, non. En fait, oui, on peut en avoir, mais oui, comme tu dis, on peut définir un volume qu'on souhaite avoir et extrêmement ciblé. Ce qui peut permettre vraiment de beaucoup mieux en fait, aider à maîtriser ce coût d'acquisition. Et donc ça, c'est aussi, tu as raison de le dire et j'y reviens parce que j'ai moi-même utilisé ça dans d'autres vies professionnelles. Et c'est hyper important justement de pouvoir monitorer ce volume en fonction de la phase de croissance de l'InsurTech ou comme disait Joao aussi, quand on lance un produit, bah, du coup, on va tester sur des petites choses et on va peut-être pas forcément lâcher tout. Et donc, on va caper en fait les volumes selon les cibles. Et donc, ça me paraît aussi être un point qui n'est pas forcément connu puisque l'objectif, c'était aussi d'essayer d'expliquer à quoi ça peut servir et d'être transparent. Et ça, c'est quelque chose qui peut du coup être très, très utile hein, quand on démarre, par exemple, une activité ou un nouveau produit. Donc, je pense que ce point est important. Je peux aller même encore plus loin. Je dirais que si la France n'avait pas des acteurs des comparateurs comme assez puissants, on ne serait pas lancé en France comme notre premier marché. C'est absolument clé pour un marché d'avoir des sites comparateurs. Et je pense que les gens ne s'aperçoivent pas parce qu'ils ils comprennent comment donner le fait que les prix soient assez justes et tout ça. Mais pour en nouveau acteur ou le marché à des sites comparateurs. Ça nous permet de régler les produits, de trouver les cibles et tout ça. Ou sinon, le coût aller en direct dans une première étape, c'est trop cher parce que probablement dans une première étape, en 100 clients, on va être trop cher avec quelque chose pas aligné dans 90. Alors, si on est en train de jeter à poubelle un pourcentage très élevé les prospects, ça coûte énormément cher et ce n'est pas la bonne manière de faire évoluer l'offre. Alors, c'est vraiment absolument clé pour nous qu'on se lance sur des marchés qui ont déjà des sites comparateurs. Je rejoins Raoul là-dessus. Je pense que c'est un point important. Le coût d'acquisition, comme vous le savez, est assez important sur l'assurance aujourd'hui. Donc, en tant que comparateur, non seulement on peut aider à cibler, affiner,
travailler l'offre, mais aussi ça offre à la fois le volume et la précision, avec des coûts d'acquisition qui, pour le coup, sont stables. Derrière, vous n'avez pas à subir les enchères derrière, donc qu'un Google, ou passer tout un tas de temps derrière à construire le SEO, où on sait que ça met du temps derrière. Il y a beaucoup d'acteurs, et on est plusieurs en tout cas à vouloir se prendre ces créneaux-là, ou investir dans des canaux sociaux. En tout cas, c'est un canal aujourd'hui qui est quali, qui porte à la fois la quali et le volume, donc, sur lequel vous pouvez vraiment affiner vos offres. Donc, je rejoins Raoul là-dessus. Je pense que c'est un élément, en tout cas, indissociable aujourd'hui dans un lancement de nouvel acteur qui veut aller sur du B2C en tant qu'InsurTech. Le coût d'accès au B2C, il a bien souligné, Julien, nous n'avons tous été sur des modèles déficitaires dans le passé. Bon, heureusement que ça reste dans le passé. Et du coup, on connaît ce que ça coûte aller sur le B2C. Et franchement, c'est intéressant d'aller sur le B2C, de créer du branding. Mais aujourd'hui, en tout cas, je dirais un peu ironiquement, on a essuyé les plâtres tous là-dessus. On l'a déjà créé. Donc, autant en profiter du branding qui a été installé par nous en tant qu'acteurs derrière et on peut contribuer à votre croissance d'une manière bien évidemment où il faut qu'on définisse un business model où tout le monde se retrouve pour le coup en termes de partage de valeur. Il y a une étude qui est sortie en 2012 ou 2013 en Angleterre sur l'économie comportementale avec les comparateurs, qui montrait en fait que à partir du moment où une personne avait cliqué sur un lien dans un comparateur pour entrer dans un tunnel, quelles que soient les opérations qui se passaient après, et notamment le renforcement des garanties et une sorte d'upselling dans le cadre du tunnel, le client restait dans le tunnel de souscription après avoir cliqué. Sous-entendu, c'est un peu les modèles des compagnies, des SNCF, EasyJet et autres qui viennent au sein du tunnel renforcer, mettre plus de produits ou des produits additionnels. Et ma question, c'est que ça, c'est un truc qui a marché au Royaume-Uni. Je me demandais si en France, ça avait été testé sur le fait de se dire, est-ce que le bon positionnement dans le comparateur, c'est pas d'aller se positionner volontairement très bas sur le prix pour capter le clic et ensuite revaloriser l'offre dans le tunnel de souscription qui est derrière. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous avez des retours d'expérience? Je peux apporter quelques éléments. Après, on n'a pas la vision entière de l'upsell ou du cross-sell de l'autre côté. On en avait une partie parce qu'à un moment, on a développé une solution de souscription de marque blanche sur l'assurance. Donc, plutôt que passer la main au site du partenaire, on l'avait chez nous. Et on observait des taux de cross-sell qui étaient équivalents à ce qu'ils avaient eux sur leur site. Donc, je pense qu'il n'y a pas ce ne serait pas une réponse oui et non parce que ça va dépendre des cibles et des segments. Je m'explique. En tant que comparateur aujourd'hui, donc il y a un vrai sujet c'est comme dans un magasin en fait. On a tout intérêt à ce que le client mette un pied dedans à minima et qu'on arrive à passer la main au vendeur qui est le vôtre, qui est celui du partenaire. Donc si on met beaucoup d'informations, si on est très restrictif et si on est très restrictif sur même les wordings qui peuvent jouer énormément, on risque de ne pas faire passer le client à la porte. Donc c'est une question de lui faire passer la porte pour qu'il puisse parler à l'agent du partenaire en face, qui aura de toute façon un lead qui ne part pas à 0 chance de convertir, un lead qui part à plus de chances de convertir. J'applique juste du bon sens après. Après, ce n'est pas la stratégie qui peut s'appliquer partout sur tous les segments. Il y aura des segments peut-être sur des recherches de couverture plus importantes, éventuellement, où là, il y a plutôt intérêt à étoffer les offres, et c'est ce que les partenaires ont fait. Ils ont plusieurs offres, donc un Direct Assurance, un Olivier, ou tous les acteurs qui sont présents. Ils ont des offres standards dépouillées, qui seraient en top of screen, mais ils ont également des offres qui peuvent apparaître sur les mêmes logiques de profil, avec des ajouts d'options dès le départ. Donc, ce qui permet en tout cas à adresser différents segments. Et je rejoins un des points qu'Amina mettait, ce n'est pas parce qu'on est forcément premier en termes de classement qu'on est forcément derrière, on va attirer tous les clics. Et c'est là où on peut voir l'effet d'une marque aussi. Une marque plutôt connue, même si elle est 4e, 5e, 7e, 10e, elle peut générer l'intérêt client parce que finalement, le client recherchait la marque. Donc, je dirais d'une manière plus générale, nous, c'est une question d'équilibre. Je peux te donner l'anecdote sur, parlant justement de behavioral economics, ce que vous décrivez, parce qu'on a fait mal de travail là-dessus. C'est un wording simple peut faire gagner plusieurs millions d'euros de marge. Je donne l'exemple concret. Souscrire sur le site de l'assureur sur un comparateur versus poursuivre sur le site de l'assureur, finalement, c'est poursuivre sur le site de l'assureur qui gagne. Les prospects, peut-être un peu moins quali, mais in fine, en termes de net et en termes de vente, c'est poursuivre qui gagne. Parce qu'on a donné la chance à ce que le client traverse la porte, rentre dans le magasin et parle à un agent. Donc, c'est la même logique qui s'applique sur les garanties, sur les options, où il ne faut pas qu'on apply un one size fits all. La majorité, ça va être de afficher le nécessaire pour que le client franchisse et qu'il ait quelqu'un au téléphone.
ou sur le site après faire l'upsell. Mais sur certains segments, on a plutôt intérêt à avoir des offres plutôt plus élargies. Je ne sais pas si ça répond à la question, Joël. Oui, ça répond, ça complète en tout cas. Merci Rami. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finalise notre échange? Bon. C'est vrai que c'était très complet, ça a déjà répondu à plein de choses. Donc, bon, on avait dit 13h30, donc on est presque on est dans les temps. Peut-être une petite conclusion côté, je sais pas, Isor, Julien. Le privilège du président, oui, pendant que je peux encore l'être. Bon. Non, merci Samuel, merci Amina, merci Marie, merci Rami de cette contribution. Je pense qu'on a été vraiment transparent, en tout cas on a essayé de l'être. On a essayé de montrer ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qu'on faisait et c'est vraiment quelque chose qui était, pour moi en tout cas, même très enthousiasmant sur notre profession parce que à nouveau, je me rends compte qu'entre les InsurTech et les comparateurs, il y a vraiment des points communs et des complémentarités qui méritent vraiment d'être poussées et sur beaucoup de produits au final sur lesquels on va pouvoir, Samuel le disait, il traite d'une 50aine de petits produits, donc on est aussi très large en termes d'offres produits avec des modèles qui peuvent être adaptés à chaque fois, donc c'est là où il y a une vraie complémentarité, je pense. Et côté InsurTech France, on est pas mal du bureau à être là. Une petite conclusion, je ne sais pas, Toufik, Alexandre. Oui, moi, je peux oui. déjà dire quelques mots. Merci vraiment. Très intéressant, très riche. C'est vrai que c'est exceptionnel de vous avoir tous autour d'une même visio. Tous les comparateurs, en tout cas les principaux sur le marché et les plus importants. Vraiment, c'était riche d'informations, d'animations. C'est 1h30, on n'a pas vu le temps passer. Passionnant. Je pense que c'est quelque chose, ça va circuler chez nos 100 adhérents d'InsurTech France qu'on a fêté récemment. Et c'est vraiment un bel échange très intéressant. Merci beaucoup.